Bonsoir. En 2018, précisément pendant la période électorale, la sphère politique nous a donné de voir de jeunes loups aux dents longues. Certains ont conforté leur appétit vorace, mieux leur audace en 2020 pendant les élections législatives. Aujourd'hui, nous avons une Assemblée nationale qui, malgré la forte présence du parti au pouvoir, connaît tout de même une autre coloration. L'aspect genre n'est pas non plus à négliger. 57 à la 9e législature. Elles sont aujourd'hui 61 députés. Une législature qui, il faut le rappeler, a été marquée par la pandémie du coronavirus. Comment s'est comportée l'Assemblée nationale face à cette situation et au regard des mesures barrières édictées par l'État? Quelle appréciation la Chambre basse, fait-elle des mesures? Les travaux ont-ils planché sur ces mesures-là, sachant qu'il n'y a aucun doute, cette crise va laisser des traces? Des aspects à aborder avec notre invité de ce soir. C'est un parlementaire, vous l'aurez compris, qui fait partie de ceux-là qui pensent que l'audace fera bouger les choses à l'hémicycle et donc dans le pays. C'est une dame, députée PCRN, élue dans le Nion-et-Kélé, région du Centre. Elle est enseignante de profession et psychologue de formation. La trentaine passée, la présidente depuis 2016 du Mouvement national des consommateurs est mariée et mère de 4 enfants. L'honorable Roland Ngoïsi Simba est assise ce soir dans le fauteuil rouge. Honorable, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir Madame Duncan. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité à votre très belle émission que j'avoue que j'appréciais de l'autre côté. Et je suis très ravie d'être assise sur le fauteuil rouge. Et si vous voulez bien me permettre de vouloir m'adresser ou bien d'avoir une pensée assez forte pour tous ces enfants qui sont arrachés à la vie par des personnes d'une éducation assez regrettable. Ces enfants qu'on viole, ces petites filles qu'on viole et qu'on tue. J'ai encore la semaine dernière, cette petite fille qui a été enlevée, violée et tuée à Fumbot. Vraiment, permettez-moi d'avoir une pensée profonde pour tous ces enfants-là et surtout pour ces familles qui sont attristées. Si vous voudrez bien aussi me permettre d'avoir aussi la compassion pour tous nos compatriotes qui sont passés à cause de cette pandémie du Covid-19 et de présenter mes sincères condoléances à toutes les familles. Dites-nous, on aimerait comprendre ou savoir comment on se sent le premier jour quand on a ses attributs, quand on est un honorable plein. Comment est-ce qu'on se sent ce jour-là? Je voudrais d'abord remercier les populations à travers leur suffrage qui ont bien voulu que nous les représentions à l'Assemblée nationale parce que c'est grâce à ces populations que nous sommes là-bas pour porter leur voix. Et grande grâce à Dieu, vraiment, qui a permis que cela puisse se réaliser parce que ce n'était pas un fleuve qui coule, je peux dire un fleuve facile. Ouais. Ça a été vraiment un périple assez difficile et vous l'avez si bien dit à l'entame, il est question de l'audace. Donc, quand on est député plein, c'est un sentiment de joie. Là, il faut le dire, c'est un sentiment de joie parce que, comme je l'ai souvent dit, lorsque vous allez à un examen et que vous passez les épreuves, vous attendez au résultat. Quand le résultat est là et qu'on vous brandit votre diplôme, vous pouvez être content. Justement, c'est pour faire partager le sentiment qui anime tout nouveau député élu, parce qu'il faut préciser élu, parce que nous avons vraiment été élus, contrairement à d'autres circonscriptions où il n'y a pas eu l'expression de la démocratie. Nous avons été élus et c'est un sentiment de fierté, de joie d'une mission qui commence, parce qu'il est question d'une mission qui commence et d'une fonction assez délicate, parce qu'il est question des populations, il est question de porter la voix de milliers de personnes qui font d'un grand espoir sur vous. Alors, c'est un sentiment vraiment de fierté, de joie. Vous êtes les Bleus
comme on dit, de cette 10e législature, comment est-ce que vous avez été accueillis? Je ne dirais pas par les vieux, hein, pas qu'ils soient vieux en âge, mais ceux qui sont à l'hémicycle depuis, comment est-ce que vous avez été accueillis? Bon, il faut d'abord remarquer que à l'hémicycle, l'Assemblée nationale, la Chambre basse a été vraiment relookée parce qu'il y a beaucoup qui arrivent pour la première fois, qui sont bleus comme nous, qui soient de la majorité présidentielle ou qui soient des autres partis politiques. Il y a une forte jeunesse, un nouveau souffle qui arrive à l'Assemblée nationale. Nous sommes arrivés, on a été accueillis vraiment comme des bleus. Vous savez, quand on entre en 6e et on ne sait pas, alors on se fait toujours accompagner par son parent. Et quand on arrive pour des établissements sérieux, on trouve tout un dispositif d'accueil qui est là, qui vous oriente, qui vous complimente. Et c'est ce qui s'est passé ces jours-là, pendant la journée des portes ouvertes, où on nous orientait, on a reçu des bouquins, on a reçu des orientations. Globalement, la vie au Parlement, comment ça se passe à travers les bouquins qu'on nous a distribués. Et maintenant, chaque service, il y a eu une journée porte ouverte, je crois 3 journées de porte ouverte où on nous expliquait comment ça se passe. Chaque service venait nous expliquer comment ça se passe, si on a besoin de telle ou telle chose, comment est-ce qu'on devrait se comporter. Donc, je vais dire que l'accueil vraiment était chaleureux, le dispositif, le personnel, vraiment, c'est le lieu ici pour moi de les remercier et de les encourager à aller toujours de l'avant parce que c'est vraiment apprécier ce genre de dévouement, c'est-à-dire que vous mettez au service des autres avec tout le respect, avec toute l'humilité, avec toute la courtoisie. Et ça donne envie de rester, ça donne envie d'échanger, ça donne envie d'écouter. Passer l'accueil, l'ambiance maintenant. Parce qu'on est dans un hémicycle, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec l'ancienne génération et la nouvelle génération. Et on sait que les jeunes, ils sont très souvent fougueux. Comment ça se passe? Ou alors ça s'est passé l'ambiance entre vous? Est-ce qu'il y a eu des conflits de génération? Non, bon, je ne sais pas si mes autres camarades ont eu ce problème, mais moi, principalement, non, je n'ai pas eu un problème de conflit de génération. Je vais prendre, pour mieux étayer cela, je vais prendre un exemple. Pendant la validation des mandats, nous avons été dispatchés dans des différentes commissions. Alors, dans nos différentes commissions, je pense c'était 20 ou 25 personnes. Et les partis de l'opposition, nous étions 4. Maintenant, avant qu'on ne passe à la validation des mandats, il faut qu'on élise un bureau. Sauf que pendant l'élection du bureau, on vous dit, voilà, je propose telle personne, président, telle personne. Mais à un moment, il fallait les arrêter pour leur dire que mais non, nous sommes aussi là. Nous sommes là, nous ne sommes pas venus vous accompagner. Et je me souviens, il y avait une honorable, vraiment, je pense qu'elle a sa troisième mandature, qui m'a dit, mais ma fille, tu commences assez fort, c'est très fort, nous sommes encore au début. Bon, c'était juste pour rire. En réalité, ces personnes d'un certain âge, je pense à travers le regard, à travers les échanges que nous avons, apprécient déjà le travail que nous avons fait jusqu'ici et nous encouragent. Maintenant, je ne sais pas si c'est ils le disent, s'ils sont sincères dans leur déclaration, alors ils le disent juste parce que nous sommes dans un monde politique, mais c'est une bonne ambiance. Il y a une relation qui naît de courtoisie, d'échange et de partage d'expérience, de respect bien évidemment. Moi, j'échange beaucoup avec mes autres collègues du RDPC, jeunes comme moi ou plus âgés que moi. Nous échangeons nos expériences, nous essayons de voir, de travailler, bon, parce qu'on se dit qu'on est là-bas pour travailler. Nous sommes allés là-bas pour travailler, alors il faut travailler. Et comment est-ce qu'il faut travailler? Il ne faudrait pas qu'on se retrouve en train de s'occuper des choses qui ne nous permettront pas d'avancer. Donc c'est une bonne ambiance jusqu'ici. Tout va bien. Tout va bien. Voilà. Alors tout à l'heure vous avez parlé du travail fait. Qu'est-ce que le PCRN lui particulièrement a fait pendant cette session? Qu'est-ce qu'on peut ressortir en disant ça c'est l'action du PCRN pendant cette première session?
Il faut d'abord rappeler que cette session, nous avons eu 2 sessions. On a eu la session de plein droit qui s'est achevée avec le port des attributs et autres. Et puis nous sommes entrés à la session de mars. La session de mars qui a eu pendant cette session, nous avons eu à travailler sur des projets de loi qui ont été proposés par le gouvernement. On a eu 4 lois qui étaient globalement qui parlaient des ratifications, c'est-à-dire que on accordait au président, on permettait au président de la République de ratifier certaines lois qui étaient soumises à notre appréciation. Maintenant, on a eu une autre loi qui était la plus intéressante. Je pense même que c'est la seule loi que nous avons pu, le seul projet de loi sur lequel nous avons travaillé, le projet de loi portant sur l'activité postale. En réalité, c'est un projet, c'est de la révision d'un projet, de l'ancien projet de loi portant sur l'activité postale qui a été adopté en 2006. Il était donc question maintenant d'adopter une nouvelle loi, mais je peux dire en rallonge de celle qui était déjà, le gouvernement avait estimé qu'elle était caduque. Il fallait maintenant l'enrichir. Donc, nous avons participé. Et à la commission de la production et d'échange qui a siégé, parce que l'activité postale relève de sa compétence, elle a siégé. Et maintenant, nous sommes allés en plénière pour pouvoir adopter la loi. Et le PCRN, je peux dire, est la seule, ou entre guillemets, le seul parti politique de l'opposition qui a apporté des amendements assez pertinents par rapport à ce projet de loi-là, parce que le président Cabral Libye a fait des observations pendant la plénière. Moi, honorable Roland Goïssi, j'ai fait des observations au ministre, au Minpostel, par rapport à certaines ambiguïtés, à certains contrastes que nous trouvions sur cette loi, parce que lorsqu'on nous a présenté la loi avec les exposés de motifs, elle était vraiment, lorsque vous lisez l'exposé de motifs, vous vous dites que c'est parfait. C'est une très belle loi. Mais maintenant, quand vous allez lire les articles, quand vous centrez dans la loi pour lire les articles, vous trouvez un contraste. Parce que on ne peut Par exemple, pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Justement, j'en venais. Par exemple, on ne peut pas vous dire que la loi, dans l'exposé de motifs, par exemple, ils ont dit « Nous pensons enrichir cette loi parce que nous voulons l'arrimer aux différentes normes et puis à la digitalisation. » Et que maintenant, dans la pratique de la loi, ou bien dans les différents articles qui sont énoncés, qu'on ne mentionne à aucun niveau qu'il faudrait que ceux-là, peut-être ceux qui vont, les opérateurs économiques, qui vont appliquer cette loi, ou bien le Camerounais lambda qui va appliquer cette loi, qu'on se réfère à la norme. Parce que l'UIT, l'Union interpostale, avec qui le gouvernement camerounais a ratifié un traité, avec qui il travaille en synergie, a édicté des normes. Et que chaque pays membre de l'Union interpostale devrait s'arrimer, même si le pays ne s'arrime pas en utilisant toutes ces normes, mais il faudrait que le pays prenne au moins quelques normes essentielles pour pouvoir les utiliser. On ne peut donc pas vouloir parler d'activité postale sans faire référence aux normes qui régissent l'activité postale. Ça, c'est un cas. Je vais vous prendre un autre cas. Vous ne pouvez pas... Dans cette loi, on a aussi découvert que il y a juste eu les articles qui sont passés de 68, je crois, à 101 articles. Et la nouveauté dans cette loi, c'est que on a la création d'une agence de régulation de l'activité postale et maintenant la création d'une police comme la police municipale. Une sorte de police qui viendra traquer ceux-là qui ne seront pas en conformité avec la loi et tout ça. Nous trouvons cela, nous avons trouvé cela scandaleux et nous avons pensé que si, pour un pays qui se veut émergent ou alors qui est en cours d'émergence, il est quand même aberrant de pouvoir évoluer en une sorte de singleton parce qu'on est
actuellement, nous parlons de digitalisation, nous parlons de mondialisation. Et pour cela, il faudrait donc que nos lois que nous voulons mettre sur pied puissent au moins se ressembler à cela. On ne peut pas dire que le Cameroun va rester dans un gouffre pendant que l'autre monde va évoluer. Et nous allons évoluer de notre côté. Donc, nous avons fait de ces observations. Moi, je vous parle de ce que moi j'ai par exemple fait comme observation, mais en fin de compte, la loi a été adoptée telle qu'elle, bon, parce qu'il a fallu, quand il fallait passer au vote, le nombre a joué sur nous. Bon, mais on ne s'est pas découragé, mais je sais, parce que le ministre l'a reconnu, je sais qu'elle va travailler dans le sens de vos propositions. Oui, dans le sens de nos propositions, parce que quand cette loi sera adoptée, bon, elle est adoptée quand elle sera promulguée par le président de la République. Il y a des tests d'application qui doivent être aussi adoptés. Et donc, à travers ces tests d'application, nous allons aussi influencer un certain nombre de choses pour que, effectivement, au Cameroun, qu'on ait une loi qui régule l'activité postale. D'accord. Est-ce que ça, c'était des projets de loi qui étaient déjà là? Est-ce que vous, le PCRN, vous avez fait des propositions de loi? Oui. Non, pas à cette session de mars, nous n'avons pas fait de propositions, mais nous avons des propositions. Nous avons déjà rédigé une dizaine de propositions de loi que nous allons présenter au fur et à mesure. Vous savez, comme vous l'avez dit tantôt, nous sommes des bleus. Quand vous arrivez, vous prenez d'abord la température. Maintenant, nous avons pris la température, nous sommes déjà à 37 et nous allons donc avancer avec nos lois que nous les avons depuis des années. On a juste peur que l'eau ait pris la forme du vase. Non, 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 pas du tout. Alors, est-ce que tout à l'heure, quand vous évoquez l'adoption, vous évoquez le nombre, c'est-à-dire que tout le monde comprend, vous n'êtes pas nombreux face à la majorité. Vous êtes 5 sur 180. Je préfère parler juste du PCRN. Alors, est-ce que vous pensez, avec cela déjà, que vous pouvez vraiment faire bouger les lignes? Est-ce que vous pensez apporter quelque chose de neuf à l'Assemblée nationale? Oui, je vais vous répondre oui en vous donnant des en m'expliquant, merci. En vous expliquant. Je vous prends le cas du Covid-19, cette pandémie qui sévit. Vous savez, à l'Assemblée nationale, il y a eu beaucoup de rumeurs qui ont couru à gauche et à droite. Oui. Vous allez bien nous expliquer tout à l'heure. Voilà, nous avons demandé, malgré que nous soyons 5, à travers notre président, nous avons demandé que les règles, les mesures barrières. Les mesures barrières soient respectées à l'Assemblée nationale et cela a suivi. Donc, nous n'avons pas besoin d'être 5, nous n'avons pas besoin d'être 100, nous sommes 5, mais nous sommes 5 fois 10, ça fait 50. Au-delà même de 50, parce que à chaque fois, parce que j'ai omis de vous dire quelque chose. Pendant cette session, on a eu la visite du ministre de la Santé, justement, qui venait nous expliquer qu'est-ce que c'est que le Covid-19, l'évolution de la pandémie et les mesures qu'il fallait prendre pour barrer la route à cette pandémie. Lui, l'objectif étant de nous outiller pour que nous allions expliquer à nos populations. Mais sauf que nous, au PCRN, nous avons loué, nous avons salué sa démarche et je profite encore de votre antenne pour féliciter le ministre de la Santé et tout le personnel soignant parce que ces personnes donnent le meilleur d'eux pour pouvoir maîtriser cette pandémie. Vraiment, je les tire un coup de chapeau. Maintenant, le ministre, nous avons loué sa démarche, mais sauf que nous avons été heurtés quant au contenu, quant au procédé, quant à la façon qu'il est venu nous présenter. Parce qu'on se serait attendu qu'il vienne et qu'il nous présente les difficultés qu'il a. Et que maintenant, ensemble, nous trouvions des solutions. Parce que nous avions pensé qu'il faille, nous pensons même qu'il faut qu'il y ait une loi de finances rectificative pour que le ministère de la Santé et les administrations qui s'occupent
de cette pandémie-là puissent avoir les moyens nécessaires pour lutter efficacement, parce que ce qu'on ne veut pas dire, ou bien ce qu'on essaye de voiler, c'est que cette pandémie aura des conséquences néfastes sur beaucoup de domaines, le domaine d'éducation, le domaine économique, le domaine même de la santé, la recherche aussi. Dans toute la société. Voilà, donc ce qui fait qu'on se sera attendu à ce que le ministre apporte certaines doléances, certaines difficultés, et qu'ensemble, nous trouvions des solutions à cela. Donc c'est pour dire que nous avons déjà même, dans ce cas, fait des propositions au Premier ministre lorsqu'il a eu à organiser la séance de travail avec les présidents des partis politiques d'opposition. Nous avons fait des propositions, et je puis vous dire que depuis que cette pandémie a commencé jusqu'à ce jour, les propositions que nous faisons quand même tombent en terre fertile, parce qu'il y a beaucoup qui sont appliqués aujourd'hui, que nous avons proposés en amont. D'accord. Alors, avant de parler du Covid-19, le député, vous êtes député élu dans l'Union Ekele. C'est vrai. Est-ce que vous êtes, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà déposé les problèmes de vos populations? Quels sont-ils? Est-ce que vous avez déjà pensé à les voies de sortie? Comment solutionner ces problèmes-là? Bien évidemment, avant que je ne sois candidate, ou alors avant que je me lance en politique, parce que il y a quelque chose qui me motive à aller faire de la politique, à pratiquer de la politique, c'est justement les frustrations et les inégalités sociales. J'ai eu le temps d'observer, j'ai eu le temps de comprendre, j'ai eu le temps de vivre les problèmes des populations. Et dans mon projet que j'ai présenté aux populations pendant ma campagne, j'ai énuméré un certain nombre de problèmes. Et après mon élection, j'ai une équipe avec laquelle je travaille. Nous avons essayé de segmenter ces problèmes pour toucher d'abord les plus récurrents, ou bien les plus pointueux, parce que en réalité, ces problèmes, ce sont les populations elles-mêmes qui vous disent, quand vous arrivez par exemple quelque part, les populations vous disent, bon, c'est vrai qu'on a un problème d'électricité, ici on a un problème de route, mais nous on préfère d'abord avoir de l'eau. Donc on a essayé donc de segmenter ces problèmes comme ça, et les prioritaires avant. Voilà, en fonction des priorités, et les étaler sur les 5 ans. D'accord. Donc actuellement, la priorité justement, c'est le problème d'énergie, l'électricité, l'eau, et on a aussi le problème de route. Donc j'ai commencé déjà à travailler dans ce sens. J'ai contacté certains experts qui ont travaillé en me donnant, parce que pour pouvoir réaliser un projet, il faut d'abord le penser, le mettre sur papier, et maintenant de faire comment je vais dire, une sorte de simulation en fonction des moyens, même si vous allez demander de l'aide à quelqu'un, que vous alliez avec quelque chose je veux dire, qui tape à l'œil. Vous ne pouvez pas aller dire juste à quelqu'un que j'ai besoin d'un puits d'eau à quelque part. Justement, les mains vides. Les mains vides, justement, j'ai commencé, et j'ai eu déjà des personnes qui ont été réceptives, qui m'ont demandé d'aller travailler avec elles en profondeur pour voir la faisabilité de cela. Bon, ce n'est qu'une question de temps. Lors de mes prochaines descentes, pour aller remercier mes populations, je pense que j'irai avec les premières priorités que nous avons identifiées. Nous allons aller avec la solution à ces problèmes-là. Alors, vous êtes une femme. À l'entame de cette émission, vous avez parlé des petites filles violées, tuées. Vous, députée femme, qu'est-ce que vous entrevoyez faire, ou alors qu'est-ce que vous avez déjà fait pour la femme et la fille? On sait qu'on est encore dans un pays où il y a encore des mutilations génitales, il y a encore des mariages forcés. À cela s'ajoutent maintenant ces viols sur mineurs et ces meurtres. Et même les violences conjugales. Bon, ça c'est... Qu'est-ce que vous entrevoyez faire là-dessus? Bon, je peux vous dire, j'ai tout projet
pour la femme. La femme et la jeune fille. Ouais. C'est avant mon entrée en politique même, j'ai commencé à travailler pour permettre à la femme d'être autonome. Parce que c'est vrai que nous sommes dans une société patriarcale, alors les femmes se heurtent à beaucoup d'obstacles ouais. Ou bien oui, beaucoup d'obstacles, et les femmes aussi sont sujettes des injustices, parce qu'il faut quand même que moi je n'arrive toujours pas à comprendre ce paradoxe là. C'est la femme qui donne la vie, mais maintenant quand il faut bénéficier des fruits de ce don là, elle est stigmatisée. Donc je n'arrive pas toujours à comprendre. Donc dans cette optique-là, je travaille avec une association internationale qui s'appelle Femmes Debout. C'est à la tête, c'est une Congolaise qui est à la tête de cette organisation. Nous sommes en train de travailler. Nous voulons beaucoup plus mettre l'accent sur la formation de la femme, parce qu'on se dit qu'une femme qui est éduquée, elle est beaucoup plus utile à son environnement direct. Une femme qui est éduquée, elle est utile pour sa société. Et moi, je l'ai souvent dit, même pendant la campagne, même quand j'échange avec des gens, je dis toujours, c'est la femme qui apporte le développement. Quand une femme, quand vous observez au niveau de nos villages et tout, moi j'ai beaucoup mis du temps à l'Est, j'ai pris le temps d'observer, de voir comment ça se passe là-bas. Mais lorsque vous observez un homme, peut-être même pas seulement à l'Est, dans les autres régions, quand vous observez un homme, quand un homme vit seul, je ne parle même pas de mariage, quand un homme vit seul, il a un comportement, il a une façon de faire, quand il arrive, tout le monde, on le néglige et tout. Mais lorsqu'il se met avec une femme, vous voyez, ça change, parce que c'est la femme qui apporte un plus dans la vie de l'homme. Et puis Dieu, en attention, créant on va vous taxer de féministe. Non, pas féministe, je suis réaliste en réalité. Dieu même dans la Bible a dit, c'est parce que Dieu a vu que l'homme était seul qu'il a mis à côté de lui une aide. Et la femme est là pour aider. Il faudrait donc qu'on donne à la femme les moyens nécessaires pour qu'elle puisse aider l'homme. Il ne faudrait pas que l'homme mate la femme. Il faudrait que l'homme donne à la femme tous les moyens qu'elle devrait avoir pour pouvoir aider. On a souvent l'habitude de poser les questions, pourquoi les femmes ne font pas de la politique? Pourquoi les femmes sont réticentes par rapport à la pratique de la politique? Justement parce que dans certains partis politiques, et moi je l'ai dit dans un autre plateau, que dans certains partis politiques, on avale les femmes. On avale les femmes parce qu'on ne veut même pas que la femme parle. On ne veut même pas que la femme s'exprime. Quand elle va bien s'exprimer, on va toujours lui rappeler qu'elle est une femme. Et quand on voit qu'elle résiste, on va utiliser des méthodes pour la fragiliser. Et la femme, lorsqu'elle se sent fragilisée, parce que la femme connaît avoir honte. Lorsque la femme a honte, parce que lorsqu'on est une femme et qu'on ne sait plus avoir honte, c'est qu'on n'est plus une femme. Ça devient dangereux. Lorsqu'elle a honte, elle abandonne. Et c'est ça qui me révolte, moi. Donc, je ne suis pas féministe, mais je suis réaliste. Il faudrait qu'on donne à la femme les moyens pour qu'elle puisse s'exprimer. Parce qu'une société, moi je reste convaincue qu'une société qui est à la tête des femmes fortes, qui a à la tête des femmes convaincues, c'est une société qui va bien se porter. Prenez l'exemple, par exemple, dans nos établissements scolaires. Lorsqu'une femme est à la tête d'un lycée, regardez la gestion de ce lycée. Essayez de comparer, je ne suis pas en train de dire que les hommes gèrent mal, mais essayez de comparer, les femmes sont un peu plus rigoureuses dans la gestion, les femmes sont un peu plus méthodiques dans la gestion, les femmes sont un peu plus maternelles dans la gestion. Donc il est donc question de donner aux femmes cela. Et c'est pourquoi, c'est là mon combat. Je voudrais donc que les femmes, qu'elles soient la femme Bayam Selam, qu'elle soit la femme intellectuelle, qu'elle soit la femme au foyer, que la femme ait la place qu'elle devrait avoir dans la société. Bon, ça, parlant des lycées, on a aussi vu des femmes qui géraient, qui ont mal géré des lycées. Hein. Bon, ça c'est juste entre parenthèses. Allez donc regarder derrière qui était derrière. Je vous ai dit tantôt que lorsque vous êtes une femme forte et que vous voulez vous imposer, il y aura toujours des hommes qui viendront vous fragiliser. Mais honorable, est-ce que là, je vais jouer le trouble fait, est-ce que là, c'est pas la femme le problème aussi? Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par une éducation des femmes, qu'elles apprennent à se valoriser et à pouvoir tenir tête? Parce que
celui qui va venir dire, essayer de la fragiliser, si elle n'est pas confiante, si elle n'a pas confiance en elle, elle va vite tomber. Est-ce qu'il ne faudrait pas déjà aussi commencer par les femmes, qu'elles apprennent à être fortes, qu'elles apprennent à se mettre ensemble pour combattre, pas pour combattre, hein, pour défendre leurs droits, parce que les hommes, ils savent être solidaires, hein, même dans le crime. Pourtant, les femmes, ce n'est pas possible. Est-ce qu'il ne faudrait pas donc commencer par la femme? Justement, c'est de ça, c'est pourquoi je vous ai parlé des formations. Il faudrait former la femme pour que la femme prenne conscience, parce qu'en réalité, même la femme, elle est l'obstacle de son propre développement. Entre guillemets. Parce que lorsque elle ne se sent pas rassurée, qu'est-ce qui rassure quelqu'un? Qu'est-ce qui vous rend forte? C'est ce qui est autour de vous. C'est tous les matins, si vous avez peut-être votre fils, votre époux qui vous encourage, qui vous dit, voilà, oui maman, on compte sur toi, ton époux qui t'encourage. Ça va vous encourager, quel que soit l'obstacle que vous allez rencontrer, vous saurez quand même qu'il y a des gens qui me soutiennent. Maintenant, les femmes se regroupent, parce que les femmes sont les seuls êtres, ou bien les rares êtres qui se regroupent, parce qu'elles sont toujours dans des associations de femmes, soit pour cotantiner, soit c'est pour faire des associations de famille et tout. Elles se regroupent toujours et elles parviennent à s'entendre. Moi, je n'ai toujours pas, c'est justement un paradoxe que je n'arrive pas à comprendre pourquoi les femmes, quand il faut qu'elles se retrouvent dans les associations et tout, elles s'entendent. Elles sont très fortes. Elles sont très fortes, mais lorsqu'elles ont en face d'elles les hommes, elles se mettent à se fragiliser. Justement, le problème d'éducation est très important, et dans ce programme-là, nous comptons vraiment mettre un accent sur l'éducation et la formation de la femme. Parce que la femme doit d'abord reconnaître son atout, elle doit reconnaître sa valeur et maintenant travailler pour que cela lui soit bénéfique. Très important. Alors, vous l'avez relevé également tout à l'heure, la session ou alors la législature a commencé en pleine pandémie. Une pandémie qui aura un impact forcément dans la société. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez repensé le budget? Est-ce que vous avez planché là-dessus, sur qu'est-ce qu'il faut faire, les stratégies à mettre en place pour l'après-Covid-19? À l'Assemblée nationale? Oui, à l'Assemblée nationale. Non, nous n'avons pas penché sur un budget, justement, une loi de finances rectificative du budget pour repenser. Nous avons fait des propositions au Premier ministre. Nous attendons qu'elles soient implémentées, mais comme je vous ai dit tantôt, elles ont commencé à être implémentées. Bon, nous avons foi, et moi j'ai la ferme conviction que ces propositions que nous avons faites seront à 80% elles seront utilisées par le gouvernement. Dans ces propos, nous avons essayé de segmenter la crise, comment se comporter pendant la crise et comment se comporter après la crise. Donc, je pense que nos propositions sont au niveau du gouvernement et que le gouvernement en fera bon usage. Alors, le PCRN entre à l'Assemblée nationale en pleine crise. J'ai envie de demander à l'honorable, est-ce que vous, membres du PCRN, ou alors vous, députés, est-ce que vous avez passé des tests? Des tests du coronavirus? Bon, à ce que je sache, pour quand vous prélève, c'est ça? Si je me suis fait prélever. Ou bien pour qu'on vous fasse passer les tests, est-ce qu'il faut des... Moi, je pense qu'on a passé des tests parce que c'est par étapes. N'est-ce pas? Il y a d'abord le thermoflage. Le thermoflage, la température. On a fait ce test-là. On a fait ce test-là. Tout le monde l'a fait. On était à une température normale. Parce qu'on nous a fait comprendre que lorsque la température est élevée, c'est là où on vous amène vers un centre hospitalier adapté pour pouvoir vous prélever. Bon, c'est jusqu'à ce matin, moi j'ai pris, pas à l'Assemblée, mais parce que partout... vous prenez votre température en permanence. Oui, j'ai fait l'effort de prendre ma température en permanence. Elle n'est pas encore mauvaise, donc je ne comprends pas la nécessité de me rendre faire un test. Bon, la question, je la pose parce qu'on le sait tous. Le président de l'Assemblée nationale est revenu d'un pays infecté pendant
il n'a pas observé la quarantaine, on a vu votre leader aller le saluer. Bon, on se dit hein, que par... on ne sait pas. C'est pour ça qu'on a envie de comprendre. Là, je pense, vous avez envie de comprendre. Le président de l'Assemblée est revenu d'un pays infecté. C'est vrai. Maintenant, mon président est allé le saluer. Je ne sais même pas si c'est déjà anormal. Non, on ne dit pas que c'est pas anormal, mais on se disait, nous, alors, ici de ce côté, on se salue, on se contamine directement. Puisque s'il y a une mesure qui demande de laver les mains tout le temps, ça veut dire qu'au toucher, on se contamine. Maintenant, les gens, on est dans une période où la salutation n'est plus permise n'importe comment. Non, mais quand vous dites saluer, ça veut dire si je vous... Lui serrer la main. Lui serrer la main, non, oui. Non, je ne sais pas. Lui serrer la main. Je ne sais pas à quel moment il a fait, parce que j'étais moi-même allée présenter mes civilités au président de l'Assemblée nationale avec mon président. D'accord. Je ne me souviens pas un seul instant que nous lui avons serré la main. Nous avons respecté, parce que chez lui, les mesures barrières sont respectées. Nous avons respecté les mesures barrières, nous ne nous sommes pas serré la main. Nous avons lavé nos mains à l'entrée, nous avons lavé nos mains à la sortie. Je ne me souviens pas, peut-être, à moins que vous me... Peut-être pendant qu'on échangeait, peut-être moi, j'ai eu un moment de somnolence et je n'ai pas vu quand le président a salué, mon président a salué le président de l'Assemblée nationale. Encore que c'est vrai que le président est venu d'un pays infecté, mais est-ce que lui, il a été infecté? On ne peut pas savoir, puisque la maladie ne s'écrit pas sur le front. C'est vrai ce que vous dites. Maintenant, s'il avait été malade, cette maladie, je pense quand même que c'est l'une des rares maladies qui ne peut pas se camoufler pendant longtemps, on l'aurait su. Et il prend les précautions. Nous sommes avec lui à l'Assemblée, nous voyons, il porte un cache-nez, il ne salue pas les gens, on respecte. Je pense pas, justement, c'est cette stigmatisation et cette phobie-là qui a envahi à un moment les gens, et ça allait dans tous les sens. Les gens étaient devenus parano, parce que si vous éteignez à côté de quelqu'un, si vous toussez à côté de quelqu'un, alors c'est la débandade. Non, c'était même la débandade totale. Bon, vous comprendrez que il était normal et logique que les gens s'interrogent, puisqu'il venait de rentrer, il n'a pas observé la quarantaine. On ne dit pas qu'il fait la maladie en ce moment. Je veux dire, à cette période-là, les gens se sont dit, tous ceux qui sont passés à côté de lui, peut-être qu'il faudrait qu'ils observent aussi la quarantaine. Après 14 jours, bon, on a vu tout va bien. Mais c'était donc important de s'amuser. Donc vous voulez me faire comprendre que toutes les personnes qui ont été dépistées positives, ce sont des personnes qui étaient aux alentours du président de l'Assemblée nationale, par exemple. Tous ceux qui sont venus des pays à risque étaient d'abord suspects en attendant le test. Voilà, en attendant peut-être les 14 jours passés. C'est dans cet esprit-là qu'on voit la chose. Dans tous les cas, nous, au PCRN, nous avons pris nos précautions pour ne pas se faire contaminer. Nous sommes allés présenter, après l'élection du président, comme tous les autres collègues, nous sommes allés présenter nos civilités au président de l'Assemblée nationale. Je pense qu'on était... moi, quand je suis allée lui présenter mes civilités, nous avons la distance que j'ai avec vous, là. Donc, je ne l'ai pas touché, je ne l'ai pas... Peut-être lui et moi, on s'est rapprochés quand je prenais la parole à l'Assemblée. Parce que, vous savez, le perchoir, c'est pas très loin. Oui. Mais là, j'avais mon masque. Bon, là, vous étiez déjà à plus de 14 jours, on ne s'inquiète pas. Alors, quelles sont les mesures qui ont été prises? On voudrait un peu savoir comment est-ce que ça s'est passé à l'Assemblée avec cette pandémie et les mesures barrières. Comment est-ce que ça se passait par rapport aux plénières? Est-ce que vous veniez tous les jours? Est-ce que tout le monde était là par rapport justement à la distanciation sociale? Oui, il faut d'abord relever que l'Assemblée nationale a pris toutes les dispositions pour vraiment éviter, en respectant les mesures prescrites par le chef de l'État, et
lié par le chef du gouvernement. Il était question à l'entrée déjà, il y avait un dispositif de lavage de mains et de prise de température à l'entrée, à l'extérieur. Et maintenant, à l'entrée, à l'intérieur, il y avait aussi un dispositif de prise de température avec les gels hydroalcooliques. Et pendant les plénières, parce que déjà on ne siégeait pas tous les jours, les plénières, avant les plénières, il y a eu d'abord les commissions qui ont siégé. Et les commissions, c'est 20 personnes. Et pendant qu'ils siégeaient, ils ont respecté la distanciation. Et maintenant, pendant les plénières, on siégeait par groupe de 50. D'accord. Donc moi, par exemple, je suis dans le groupe 2. On a scindé les groupes en 3. Il y avait le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3. Donc si le groupe 1 a siégé aujourd'hui, le lendemain, c'est le groupe 2. Et puis on permettait, ainsi de suite. Pendant que ton groupe siège, si tu as quelque chose à dire, tu prends la parole, tu dis, et même quand tu montes au perchoir, alors là-bas, les maîtres avaient tout, à chaque fois qu'un député va prendre la parole, on désinfecte les micros, on désinfecte tout pour éviter d'être contaminé. Et puis progressivement, on nous partageait les masques pour pouvoir se protéger. Alors vous, quelle appréciation, vous, au Parlement, quelle est l'appréciation que vous avez faite des mesures édictées par le gouvernement? Non, on a salué ces mesures parce que il faut d'abord qu'on se dise les vérités. C'est une maladie qui est importée. Elle nous arrive, nous n'avons pas prévu cela. Elle tombe comme un caillou dans l'eau. Et puis là, maintenant, il faut agir. Juste que moi, j'ai relevé une sorte de laxisme du gouvernement parce que lorsqu'elle s'est déclenchée en décembre en Chine, sachant les relations que nous avons avec la Chine, nous allons, les opérateurs, ils vont, c'est un pays frère ami. Alors, j'aurais voulu qu'à ce moment, que le gouvernement prenne des dispositions vraiment rudes. Mais, comme je l'ai dit au ministre de la Santé, je ne cesserai de rendre grâce à Dieu. Parce que si cette pandémie a cette évolution au Cameroun, avec notre plateau technique, avec notre process, nos hôpitaux, avec nos hôpitaux, et que nous soyons à cette évolution, vraiment, il faut rendre grâce à Dieu. Parce que je le lui avais dit, et je lui ai pris une image. L'hôpital de district de Ngongmapubi, c'est dans le Nioro-Ekele. Cet hôpital couvre 5 arrondissements. Et cet hôpital, cet arrondissement abrite l'un des grands carrefours du Nioro-Ekele, Boumiébel, où il y a le péage. Dans cet hôpital, il n'y a, jusqu'à l'heure où je parle, il n'y a aucun kit de réanimation, il n'y a rien par rapport à un kit d'oxygène, il n'y a rien. Et l'ambulance qui s'y trouve, parce que ça c'est même un miracle qui est l'ambulance, cette ambulance date à 18 ans exactement d'âge. Donc imaginez un cas au niveau, vous voyez, c'est un carrefour, la proximité entre Douala, qui est une ville à risque, et Yaoundé, une ville à risque. Imaginez qu'on ait des cas là au niveau de Boumiébel. Comment est-ce qu'on va se comporter? Ça sera la catastrophe. Ou alors on va juste se mettre à prier Dieu pour qu'il vienne avec un miracle. Mais s'il avait un miracle, Dieu, il aurait commencé par les États-Unis, la Chine et les autres pays. Donc, ce sont des choses, je dis que moi je salue l'action du gouvernement, je salue tout ce qu'ils ont fait, je salue le personnel soignant, mais je dis on aurait dû faire mieux. Qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est-à-dire qu'en décembre, il fallait fermer déjà les frontières? Oui, il fallait fermer les frontières ou alors il fallait filtrer les frontières. Il fallait vraiment que ce soit filtré parce que le ministre de la Santé a dit à l'une de ses sorties qu'en réalité, ils avaient mis un dispositif au niveau des aéroports avec le thermoflash, mais il y avait des gens qui étaient asymptomatiques. Justement, mais ils étaient asymptomatiques. Non, il avait même pris un exemple concret. Peut-être quelqu'un dans l'avion a pris l'aspirine ou bien, je ne sais pas moi, les efferalgan, et puis la température, ça camoufle la température et il se retrouve. Mais
toutes ces personnes qui arrivaient à cette période-là, il fallait d'abord les mettre en quarantaine. Mais est-ce que là, on ne peut pas comprendre aussi que, puisque ce virus a surpris tous les pays du monde entier, les Chinois même sont surpris, c'est-à-dire qu'ils sont encore dans la panique généralisée, est-ce qu'à ce moment-là, on ne peut pas comprendre que le gouvernement aussi ne pouvait pas imaginer, déjà comprendre qu'il faut fermer les barrières, c'est un peu brusque. À ce moment, c'est-à-dire qu'on est encore en train d'apprendre. J'essaye de... Je vous dis, j'ai dit fermer les barrières ou filtrer. Gouverner, c'est prévoir, hein, c'est anticiper. En réalité, c'est ce qui manque chez nous. C'est anticiper, c'est vrai ce que vous dites. C'est quelque chose qui tombe comme ça. Je l'ai dit tantôt, personne ne s'y attendait. Mais il fallait déjà prendre les précautions. En fait, c'est une sorte de signal qui nous est donné. Qu'il ne faudrait pas qu'on attende toujours que ça s'empire pour pouvoir agir. C'est un peu ce qui s'est passé avec la crise anglophone et tout. Il faut toujours, quand il y a un signal qui est donné quelque part, il faut s'intéresser et commencer à chercher à trouver des solutions. C'est pourquoi nous, au PCRN, on a toujours estimé, nous, on le dit souvent, que le gouvernement actuel est assez... à cause du travail abattu depuis pratiquement 40 ans, il commence à s'user. Donc il est temps qu'il cède la place pour que des personnes qui peuvent continuer le travail qu'ils ont amorcé, que ces personnes viennent et qui continuent ce travail. Parce que on a beau avoir toutes les volontés du monde de pouvoir gérer un certain nombre de choses, mais quand on est pris par une certaine fatigue naturelle, il est difficile de pouvoir, parce que vous allez me dire le ministre de la Santé, les jeunes, oui, le ministre de la Santé, les jeunes, mais il est le ministre, il est dans un gouvernement qui a à sa tête un chef, et ce chef qui a à la tête un autre chef, et vous avez toujours vu leur sortie sous haute instruction du chef de l'État. Donc, tant que le chef de l'État n'a pas donné une instruction, on reste statu quo. Et c'est ça le problème. Il faut à des moments que des gens prennent des risques, que des gens osent. Ça se passe comme ça au PCRN? Est-ce qu'on agit sans l'aval du leader? Je vais vous dire une chose. C'est juste une parenthèse. Oui, justement, je voudrais justement une très bonne parenthèse. Le leader du PCRN, c'est un, je ne sais même pas, j'ai même souvent l'habitude de le dire, c'est un hyper-démocrate. C'est-à-dire que quand vous avez pensé votre idée, vous allez vers lui, vous lui expliquez. Il l'appelle juste. C'est-à-dire qu'il vous dit, ok, j'accepte, j'adopte, et puis allez-y. Je ne sais pas, ça ne s'apparente pas au libertinage ou bien à une sorte de liberté. On a un règlement intérieur, on a un canevas, on a des objectifs, on a une ligne tracée. Quand tu as ton idée ou bien quand tu as ton projet, tu sais que tu es dans cette ligne. Alors quand il t'a donné son OK, tu te lances. Mais on passe quand même par lui. C'est-à-dire qu'il doit quand même être au courant de ce qu'on veut faire. Je n'ai pas dit qu'il ne devrait pas être au courant, mais je ne dis pas qu'il faut attendre, parce que là, c'est le sens contraire. Vous voyez, il faut que ça vienne du haut pour que le bas agisse, et jamais ça ne quittera du bas pour que le haut accepte. Bon, là aussi, on ne sait pas. Peut-être que le Premier ministre ou le ministre de la Santé envoie l'information et attend le retour. Bon, je ne sais pas. Oui, vous avez raison, mais sauf que nous, c'est ambigu lorsqu'on nous dit que c'est sous haute instruction. Ça a tout son sens, cette phrase, sous haute instruction du chef de l'État. On pouvait nous épargner cela. Là, okay. On comprendra qu'il s'agit vraiment de l'initiative personnelle du ministre qui monte, qui descend, qui se bat comme il peut. D'accord. Alors, quelles sont les actions qui ont été menées dans le cadre de cette lutte, de la lutte contre le coronavirus au sein même du PCRN? Qu'est-ce que vous-même, au sein de votre parti, vous avez fait déjà pour limiter la propagation entre vous et dans la société? Déjà, dans notre parti, nous respectons les mesures barrières. Barrières, pardon, merci. Nous respectons les mesures barrières. Notre leader a fait deux sorties pour sensibiliser les populations, pour sensibiliser les Camerounais à prendre conscience de l'existence de la maladie et maintenant à
respecter les mesures édictées par le gouvernement et l'OMS. À côté de cela, les élus, déjà dans nos différentes mairies, ont pris à bras le corps le mal. Ils ont organisé des sensibilisations de porte à porte pour demander aux populations de prévenir, de barrer la route au Covid-19. Elles ont donné des kits de lavage de mains dans les lieux à forte affluence de personnes. Elles ont offert des savons, elles ont distribué les cache-nez. Actuellement, l'opération continue où on distribue, ils vont village par village pour la distribution des masques et de ces bonbonnes de lavage de mains, des gels hydroalcooliques et du savon. Pour nous, les députés du PCRN, nous avons aussi, nous sommes aussi lancés sur cette voie avec des descentes de sensibilisation. Nous avons aussi fait des dons, des bonbonnes, de savon pour justement le lavage des mains parce qu'on nous a dit qu'il faut se laver les mains tout le temps. Maintenant, nous sommes allés assister le personnel de santé, dans les différents centres de santé que nous avons dans nos différents arrondissements. Nous avons apporté ce qu'on pouvait apporter pour aider ce personnel soignant dans la lutte contre le Covid-19. Voilà en gros les actions qui sont menées parce qu'elles continuent à être menées par nos équipes sur le terrain. Mais on a quand même constaté, le geste il est louable, mais quelque part on a l'impression que certaines actions se font de façon isolée, c'est-à-dire que un est à gauche, l'autre est à droite. Je n'ai pas encore vu un mouvement d'ensemble PCRN. Peut-être que vous n'êtes pas encore passé dans mon arrondissement, mais je n'ai pas encore vu un mouvement d'ensemble au nom du PCRN. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter de quelque chose? Est-ce que tout ne va pas bien au sein de l'équipe? Je vous ai dit tantôt, non, tout va bien au PCRN, tout va bien. D'accord. Jusqu'à ce que j'entre ici, tout allait bien. Peut-être pendant que nous sommes là, quelque chose s'est passé après moi. Mais non, tout va bien au PCRN. En réalité, je vous ai dit que nous, c'est comme la campagne, c'est une campagne que nous avons déjà mis sur pied. Nous avons ciblé d'abord des endroits où nous avons estimé, peut-être on peut nous faire le reproche, mais nous avons estimé que c'était les priorités là-bas. Et cette campagne se poursuit. Dans votre arrondissement, certainement, vous verrez des personnes du PCRN venir vers vous. Mais nous avons d'abord voulu mettre au premier plan les élus qui ont commencé avec, je peux dire, qui ont lancé l'activité. Et maintenant, progressivement, les relais sont en train de se mettre en place pour continuer. Et généralement, vous savez, cela ne peut être fait de manière efficace que le week-end. Parce que les semaines, les gens étant occupés avec tout ce qu'on a, puisque maintenant les heures sont les heures sont réduites, et puis le confinement oblige une certaine nouvelle façon de se comporter. Donc ce qui fait que elle peut être lente, mais les actions sont menées et nous travaillons toujours en équipe, Bon, nous avons vu des leaders, bon, pas des leaders, des membres du PCRN dans leurs actions. On suppose que c'est pour le groupe. Bien sûr. Ce n'est pas parce que vous voyez une personne isolée que le groupe n'est pas là. D'accord. Mais et puis même, généralement, une personne n'est jamais seule. Parce que pour être efficace, nous avons pensé que pour être efficace, il faudrait que les gens soient dispatchés un peu partout. Parce que je ne peux pas me retrouver au même moment à Douala, à Yaoundé, je ne sais pas moi, à Bafoussam ou bien à Gaoundéré. Mais on a des démembrements partout. Si vous voyez, aujourd'hui, je peux décider, moi, honorable ici, que j'irai ce week-end, le week-end prochain, à peut-être mener une action avec mes camarades de Garoua Boulaye. Par exemple, vous verrez que j'étais seule, mais je ne suis pas seule, je suis avec mes camarades.
Vous allez voir, par exemple, Nouran, qui va décider qu'elle ira à l'université, par exemple. Elle va prendre l'équipe, nos équipes qui sont de ce côté, elle va travailler avec elle. Juste, en fait, on veut satisfaire le maximum de personnes avec les moyens que nous avons. D'accord. Non, mais cela, ça ne veut pas dire que nous sommes divisés, non, pas du tout. Nous sommes soudés. Nous travaillons en synergie puisque cela se décide d'un commun. Nous le faisons d'un commun accord et puis on le décide. Peut-être chacun a sa touche. Parce que nous tous, chacun vient d'un pan de la société et donc chacun a sa façon de faire. Sa touche particulière. Voilà. Donc ce que l'honorable Cabral Libi fera, ce n'est pas forcément ce que l'honorable Goïssi fera, ou bien ce que l'honorable Ndip fera. Donc chacun a sa touche, mais toujours est-il que toutes ces actions que nous menons sont coordonnées. Alors, tout à l'heure, vous parliez de l'action gouvernementale. Et je me rappelle bien que le 16 avril, vous avez fait une adresse au ministre de la Santé, vous le rappeliez tout à l'heure, où vous avez quand même un peu souligné sa communication. Moi, j'aimerais comprendre. Qu'est-ce qui dérange dans la communication du ministre de la Santé, selon vous? Qu'il soit en train de présenter tous les jours le nombre de contaminés. Parce que tous les jours, on a commencé par 2. À moins d'un mois, on était déjà 1000 ou 800 quelque chose. Pour moi, j'ai trouvé cela un peu maladroit. Bon, il s'est justifié en disant qu'en réalité, c'est parce que les Camerounais étaient sceptiques et les gens n'avaient pas conscience de la maladie. Il fallait donc communiquer de manière aussi brusque pour faire prendre conscience aux gens. Mais sauf qu'il y a d'autres personnes qui ont apprécié cela. Moi, je n'ai pas apprécié. J'aurais voulu que lorsqu'ils communiquent sur les cas des contaminés, pour que les gens prennent résolument conscience, il faudrait qu'on nous présente, par exemple, un malade. Comment se comporte un malade? Il y a des malades dans les hôpitaux. Qu'on aille avec une caméra, qu'on nous montre comment un malade du Covid, comment est-ce qu'il se comporte. Mais est-ce que ce n'est pas là aussi heurter la dignité? Il faut respecter le malade. Non, je ne sais pas. Est-ce que présenter quelqu'un dans une condition pas très... Là, c'est aller à l'encontre aussi de la dignité de la personne malade. Justement, parce que pourquoi le taux de contamination? Pourquoi nous sommes passés de la phase 1 à la phase 2? Parce que les gens n'y croyaient pas, malgré sa communication. Moi, par exemple, je suis allée plus d'une fois dans les marchés où vous entendez quelqu'un vous dire carrément que laissez-moi embrasser mon frère, il n'y a pas de Covid, c'est une maladie des Blancs. En fait, c'était pour moi, c'était pour rendre la communication, je le dis pour que la communication soit efficace. Parce que le fait de dire qu'on a 100 malades, on a 200 malades, on a 300 malades, qu'on ne nous présente même pas. Peut-être vous le dites que la dignité, mais qu'on nous présente au moins quelqu'un qui a été malade et qui a été guéri. Vous avez vu plus tard, ça a progressé. Ils ont commencé à présenter des personnes qui ont été malades et qui ont guéri. Là, ça fait en sorte que il faut facto de manière inconsciente même vous intégrer cela dans votre subconscient. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que le fait qu'ils ne communiquent plus les chiffres rend la population plus consciente? Observez juste les chiffres. Aujourd'hui, on n'enregistre plus. Oui, même s'il y a beaucoup de guérisons, mais il y a toujours des contaminations. Mais sauf qu'elles ne sont plus à la même fréquence. Elles sont peut-être plus... Encore que là, je ne sais pas, peut-être qu'il faut encore critiquer cela parce que les Camerounais, chacun a ses décoctions, chacun prend l'ail tous les jours avec du ginger, avec du citron qui est devenu extrêmement cher au marché parce qu'on a dit ça tue le coronavirus. Maintenant, n'ayant pas fait des recherches, peut-être que chaque corps rejette la maladie, mais une chose est sûre, on n'a pas l'impression que tous les Camerounais prennent conscience de la présence de la maladie. Mais vous venez de le dire tout à l'heure, madame. Donc, quand vous dites que les gens vont prendre du citron qui est extrêmement cher, du ginger, pourquoi ils le prennent?
Ça, c'est ceux qui ont pris conscience. Hein. Justement. Puisque quand vous avez relevé tout à l'heure, vous êtes allé dans le marché, les gens disent « laisse-moi embrasser mon frère ». Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'asseyent dans les bars. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont au marché tranquillement, qui embrassent justement leur frère. Est-ce que selon vous, ils sont conscients de cela? Ou alors on le fait, on rentre boire du ninja après? Là, je ne sais pas, peut-être qu'ils le font dans toute... Attendez, quand on était au lycée, on avait l'habitude de dire qu'il y a des noyeurs, c'est-à-dire que des personnes que quand le professeur est là, il passe son temps à faire le désordre et quand il rentre à la maison, il prend ses cours puis bûcher, après il est le meilleur élève de la classe. En réalité, ça peut être ça. Mais ce que, pour être plus sérieux, c'est que ces personnes qui sont allées prendre... Pourquoi le citron augmente? C'est parce que les gens vont... L'affluence, la demande est grande. Pourquoi la demande est grande? C'est parce que les gens prennent conscience. Pourquoi les gens prennent conscience? Parce qu'on a vu ou on a entendu qu'on est en train d'enterrer les gens qui sont morts de suite du Covid. C'est parce qu'on a vu à la télé des gens en train de pleurer leurs membres qu'on est en train d'enterrer dans une... je sais pas... avec... Parce que dans une célérité oui, quand on vous donne, on ne vous permet même pas de voir la personne pour la dernière fois, ça fait tellement mal. Mais les gens ont commencé à prendre conscience que non, mais tiens, cette histoire, ça peut être que c'est vrai, c'est pourquoi les gens vont... Parce que si la personne boit le ginger, il ne vous dira jamais. S'il boit le citron, s'il prend du citron, encore que c'est vous qui venez de me le dire, il ne vous dira jamais. Moi, je suis allée faire la sensibilisation un week-end où je suis arrivée dans un village où quelqu'un m'a dit « Mais toi, tu nous apportes de savon et de bon. Ça ne nous sert à rien. Nous, on a les écorces ici, on va les boire. » Vous voyez un peu. Malgré qu'il critique quand même, mais il vous dit qu'il y a telle chose qui peut, parce qu'il a déjà conscience que cette maladie existe. Donc moi, je dis la communication, là, celle-là, moi, je ne l'ai pas appréciée. Il fallait une communication adaptée et efficace face à la riposte. Donc, votre communication, c'était de présenter un malade, au mieux un malade guéri. Oui. Bon, aujourd'hui, comment expliquer le fait qu'aujourd'hui, le port du masque soit obligatoire, mais on voit toujours quand même quelques-uns qui ne portent pas, ceux qui ont quand même accroché soit sur une oreille ou sur le cou ou sur la tête. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela maintenant? Est-ce qu'il ne faut pas aussi se dire que ils se sont dit, on ne voit plus les chiffres, donc on ne sait même pas ce qui se passe là-bas. On vit nos vies. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre cela comme ça? Bon, peut-être, oui, mais moi je pense que les gens portent les masques parce qu'on a dit que c'est obligatoire. Et que si vous n'avez pas de masque, vous payerez. On va vous sanctionner. Oui, maintenant, l'essentiel c'est de porter le masque. Et si le gouvernement a pris cette mesure, c'est parce que le ministre avait dit qu'on était déjà passé à la phase 2 de la contamination. Donc c'était maintenant, vous pouvez le choper n'importe où. Donc l'essentiel pour moi, c'est qu'on porte le masque. Parce qu'en réalité, et je l'ai dit même quelque part, pourquoi les gens sont sceptiques? Parce qu'en face de vous, vous avez des membres du gouvernement qui ont l'habitude de faire du buzz. Et je l'ai dit, qui ont l'habitude de venir avec une mise en scène, vous présenter, et qu'après, des mois plus tard, que vous soyez face à la réalité. Bon, quand vous avez une personne qui vous a trompé une fois, deux fois, trois fois, il n'est plus crédible à vos yeux. Donc c'est pourquoi vous êtes un peu... Vous dites, bon, on fait. Puisqu'ils ont dit, on va faire comment? Si je ne sais pas, 2 000 ou 6 000 francs à payer, je mets mon masque. Mais c'est qu'on n'est plus crédible. Prenez par exemple, moi je prends toujours des pays comme le Sénégal. Pourquoi ils ont envie de maîtriser la pandémie? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aussi? Selon vous, qu'est-ce qu'il fallait faire pour vite maîtriser la maladie? On ne va pas rentrer en décembre où il fallait filtrer ou fermer les frontières. Qu'est-ce qu'il fallait faire ayant déjà des cas sur place? Qu'est-ce qu'il fallait faire pour être efficace et efficient? Il fallait, comment ils ont appelé ça, les dépistages là. Oui, les tests. Les tests, voilà. Il fallait faire des tests massifs.
Parce qu'on ne savait même pas qui était porteur, qui n'était pas. Même les personnes qu'on a mises en quarantaine, est-ce que les conditions, comment vous pouvez prendre, vous dites que vous avez mis des gens en quarantaine dans une même chambre, vous mettez 3, 4 personnes. Même si moi je n'étais pas atteinte du corona et que je me retrouve forcément, même par inadvertance, parce que, comme je l'ai dit, c'était une nouvelle maladie, il fallait retravailler des nouvelles habitudes. Je vais contracter la maladie sans même le vouloir. Il fallait prendre ce genre de mesures. Il y a par exemple, j'ai vu, ils ont aménagé le camp militaire. Le stade militaire. Le stade militaire. Certains logements sociaux aussi. Certains logements sociaux, mais au départ, ces logements sociaux n'étaient même, c'était juste une maison comme ça, on vous lançait là-bas, on vous disait de débrouillez-vous. Il faut, c'est-à-dire que, je l'ai dit tantôt, lorsqu'on n'a plus de la crédibilité devant celui qui est en face de vous et que vous-même vous entretenez cette carence de crédibilité, forcément vous ne pouvez pas avoir des résultats. Mais là, je veux comprendre, est-ce qu'ici, à ce moment, il est question de crédibilité? C'est-à-dire, parce que je veux comprendre, qu'est-ce qu'il fallait faire exactement en laissant la crédibilité des gouvernants? Mais on est face à une maladie qu'on ne maîtrise pas. Qu'est-ce qu'il fallait faire à ce moment-là, exactement? Je vous ai dit, peut-être il faut que je me répète. 1. Le couvre-feu de 18h à 7h du matin. Il fallait prendre cette mesure. Il fallait recruter des jeunes pour faire la sensibilisation du porte-à-porte. Il fallait utiliser tous les médias. Bon, là, déjà, ça a été fait pour la sensibilisation. Maintenant, lorsque je parle, il fallait mettre à contribution nos collectivités territoriales décentralisées. Parce que le maire ou bien l'exécutif communal est à même de vous tracer la carte de sa localité et leur donner les moyens pour pouvoir déjà faire la sensibilisation du porte-à-porte et même faire des dépistages. Avec ça, on aurait eu le temps de maîtriser, si je peux l'appeler ainsi, l'échantillon contaminés. Et maintenant, chercher donc à soigner cet échantillon-là. Et on aurait limité au maximum la propagation. Peut-être on se serait limité à 300 ou 400, je ne sais pas trop. Et maintenant, il fallait communiquer tous les jours sur l'évolution de la pandémie, sur l'évolution. Et l'autre aspect qui est important, il faut que le chef de l'État s'adresse aux Camerounais pour leur dire qu'il y a parce que ça c'est une guerre, nous sommes en période d'insécurité. Il faut qu'ils sortent et qu'ils parlent aux Camerounais. Ça devait avoir un peu plus je ne veux pas dire de punch, ça devait avoir un peu plus d'impact que lorsque vous envoyez le Premier deux, ministre, 3 personnes monter, descendre. C'est le gouvernement. Et toujours en train de vous dire que c'est haute instruction. Ça veut dire que c'est le chef de l'État qui nous parle. Sauf qu'on ne le voit pas. On veut le voir. Vous pensez vraiment que c'est en le voyant que les gens vont changer de comportement? Observez juste. Moi, je ne sais pas. Je suis née après. Non, pas après. Je suis née avant. Une année avant qu'il n'arrive au pouvoir. Mais observez seulement quand il doit s'adresser aux Camerounais. Comment ça se passe? Les gens sont tellement attentifs et ils attendent ce moment-là. Observez quand il sort, quand il fait ses voyages officiels ou bien quand il va présider les fêtes comme celle de la fête nationale, malheureusement qui ne sera pas célébrée cette année. Mais les gens sont attentifs. Et je vous rappelle qu'il est le président de la République, il a été élu avec 61%. 71% autant pour moi. Comme est-ce que j'ai voulu réduire son pourcentage. 71%. Vous pouvez imaginer le nombre de Camerounais qui l'ont élu. Donc ça veut dire qu'il a encore son mot à dire. Il faut juste qu'il sorte. Moi je me dis, parce que moi quand je regarde les autres télévisions africaines et tout, tous les chefs d'État se sont exprimés par rapport à cela. Pourquoi vous voulez absolument que le chef de l'État camerounais
Je veux dire, j'essaye de comprendre, hein. Est-ce que c'est sa sortie qui va rendre plus efficace la lutte sur le terrain? Pourquoi lui Je ne ne fait sais pas pas de sortie? Bon, moi, je ne peux pas savoir. Moi, c'est l'efficacité sur le terrain Mais qui compte qu'il sorte un peu. pour qu'on Vous voit. comprenez? Qu'il sorte un peu, on l'écoute, on voit si il n'y aura pas un changement. Là, maintenant, on pourra donc comparer quand il est sorti et quand il n'est pas sorti, ce qui s'est passé. On suppose que c'est les décisions et autres, c'est le chef de l'État qui les prend. Donc, il mène son combat à son niveau, comme il entend. Je pense que le plus important, c'est d'appliquer les gestes barrières. Mais sauf que l'application des gestes barrières pose encore un autre problème. Oui, lequel? On a déjà, vous l'avez relevé, les gens qui ne respectent qui pas. Ne respectent c'est rien. pour ça que je vous demandais. Pourquoi ils ne respectent rien? Est-ce que le président Parce de la que quand République le ministre, par exemple, le ministre du Transport prend une mesure ou dit, bon, 2 personnes devant, 4 personnes dans un taxi, il ne se gêne pas de savoir qu'effectivement cela appliqué. Quand par exemple il dit les agences de voyage doivent respecter un nombre de passagers, il ne s'intéresse pas si cela est fait. Justement, chacun est chez lui, chacun se dit, ici c'est le chez moi, je fais comme je veux, je fais comme j'entends. Il a fallu, moi je l'avais dit, que vous ne pouvez pas prendre les mesures pour prendre les mesures sans toutefois vérifier que ces mesures sont prises. Vous ne pouvez pas vous asseoir, signer un communiqué comme celui des chauffeurs de taxi qui doivent prendre 4 personnes sans mesure d'accompagnement. Ça pose problème. Ils seront obligés, c'est-à-dire que pas obligés de façon vraiment latente ou bien de façon manifeste, mais d'une manière inconsciente, il va se retrouver en train de surcharger parce qu'il faut qu'il paye le patron attend la recette. Il y a ça, les enfants qu'il a laissés à la maison qui ne vont même pas à l'école, qui mangent plus. Et il y a toutes les charges qui sont autour de cela. Est-ce que le problème, c'est la mise en œuvre ou alors c'est le suivi de ces... l'accompagnement ou c'est le suivi de cette les deux. Le suivi et l'accompagnement. D'accord. Pour l'instant, les taxis et les transports en commun essayent quand même, on a pu le constater dans nos différents reportages. De respecter. Oui, mais au prix de leur sacrifice. Bon, il y en a qui disent quand même qu'ils ont contacté le ministre des Transports. Donc, je suppose que ça va suivre son cours. Moi-même, je sais. Vous allez, peut-être, lorsqu'il va revenir à l'Assemblée nationale, vous aurez le temps de l'interroger dessus et de nous rendre compte. Ouais, je ne manquerai pas. Alors, sur un de vos réseaux sociaux, vous avez dit que la pandémie a fait ressurgir les défaillances de notre système de gouvernance. J'aimerais qu'on s'arrête quand même sur quelques aspects parce que vous avez spécifié la santé, l'éducation, le social, l'économique et la recherche. Alors, qu'est-ce que le PCRN propose, par exemple, pour la santé, déjà? Tout à l'heure, nous avons parlé de la loi des finances rectificatives qui venait répondre à un besoin ponctuel. Mais nous pensons que les questions de santé doivent être prises en compte dans notre système de gouvernement. Est-ce que vous savez que le budget qui est alloué aux questions de santé publique au Cameroun est relativement de 7% et en deçà de la norme? Parce que en 2001, lorsque les chefs d'État se sont réunis à Abuja, l'une des recommandations fortes qui avait été faite là-bas, c'était d'arrimer les pays africains à un pourcentage pour les questions de santé du budget de l'État. C'est-à-dire le budget de l'État. Dans le budget de l'État, on devrait octroyer 15% à la santé publique. Mais qu'au Cameroun, qu'on soit, d'ailleurs on oscille entre 5,5 et 7%. Et que 6,28% des Camerounais soient couverts par une assurance santé.
Si vous vous souvenez, il y a eu une loi qui avait été annoncée avec trop de trompettes sur l'assurance santé universelle. Universelle, c'était pour 2020. On suppose que le Covid est venu changer toute la donne. Ah, c'est le... Ok. Je suppose, hein, peut-être que vous allez me... Vous avez parlé au ministre de la Santé. Hein? Moi, justement, vous avez parlé au ministre de la Santé, peut-être que vous allez au ministre de la Santé. Donc, il faudrait franchement que le budget de l'État pour l'année 2021 intègre cela. La santé publique doit être une priorité pour un État qui se veut émergent. Moi, je reste sur l'émergence du Cameroun en 2025. Nous sommes déjà en 2020, donc on a 15 ans. Il faut que le plateau technique de nos hôpitaux soit comment je vais dire? Répondre aux normes. Répondre aux normes les plus élémentaires. Il faudrait que... Parce que moi, je n'arrive toujours pas à comprendre comment on fait pour former des gens et pour ne pas les utiliser. Vous pouvez imaginer combien de personnel soignant qui a été formé, ils sont là, ils se retrouvent en train de travailler dans les centres de santé clandestins pour un salaire dérisoire parce qu'il n'y a pas d'intégration. Et puis même, je n'arrive toujours pas à comprendre au niveau de la santé pourquoi un concours d'intégration pour le personnel qui est déjà formé. Pourquoi ne pas faire comme dans les écoles normales où lorsqu'on est sorti de l'école, ton diplôme te donne droit à un recrutement à la fonction publique. Donc, les questions de santé, moi je trouve qu'elles sont sensibles. Il faudrait qu'on travaille. Et nous, au PCRN, nous allons apporter cette proposition-là. Il faudrait que les 15, au moins, parce que 15% c'est minimum. Pourquoi ne pas aller jusqu'à 20%? Si tous les Camerounais peuvent avoir une santé maladie, je pense que c'est l'une des bonnes choses. L'une des meilleures. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui perdent leur vie. Parce qu'il a la phobie de l'hôpital. Parce que quand je vais arriver à l'hôpital, on va me dire paye telle chose. Je n'ai même pas 100 francs. Tu préfères te tordre avec un mal. Et finalement, tu décèdes. Donc, ce sont, entre autres, les tares, le Covid nous fait ressurgir cela. Alors, vous avez parlé aussi de l'éducation. On ne va pas s'arrêter sur tous les points. Je prends ceux qui sont quand même un peu sensibles. L'éducation. Oui, l'éducation. Vous savez, il y a eu... le ministère des enseignements secondaires et éducation de base a mis un programme avec la CRTV pour pouvoir continuer à entretenir les enfants qui sont à la maison pendant... moi, cette initiative, vraiment, je l'ai appréciée. Je l'apprécie même déjà. Mais sauf qu'elle pose un problème. Là où il n'y a pas de CRTV, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ces enfants font? Qu'est-ce que l'enfant qui est à Libongo, qui n'a même pas de télévision? Peut-être à Libongo, même encore, on a la société forestière là-bas qui peut leur donner de l'énergie. Celui qui est en banc, qui n'a même pas de télévision, qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il fait? Il a un examen à présenter. Qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, il faudrait... Et c'est là où j'ai dit, ou bien je continue à dire qu'il faut c'est-à-dire que les collectivités territoriales décentralisées doivent être impliquées dans la gestion de cette crise. Et on a parlé de décentralisation. Cette décentralisation doit être... elle ne devrait plus rester dans les lois, ou bien dans les livres, ou bien dans les documents. Pourquoi ne pas même permettre... Voilà l'aubaine, voilà l'occasion, je ne vais pas dire, mais voilà une occasion qui se présente. Que dans chaque mairie, chaque maire, avec toute son administration autour de lui, organise par exemple un examen pour un examen officiel, en fonction de la réalité, en fonction de l'environnement, parce que on ne peut pas me dire que l'enfant qui est en banc, qui était censé recevoir les mêmes cours que celui
qui est ici à Douala soit évalué en fin d'année au même niveau. Ça veut dire qu'il y a un problème. Soit on tiendra compte des cours qui ont été dispensés jusqu'à l'heure. Jusqu'au 17. Jusqu'au 17, quand il y a eu fermeture mars, oui. des écoles. Et là, je ne sais donc pas si ce sera des diplômes à rabais. Ou alors, on essaye de rallonger l'année scolaire pour que ces enfants puissent avoir les mêmes... Parce que lorsqu'on va en compétition, c'est une sorte de compétition, il faudrait que tout le monde ait les mêmes chances. Et que c'est au cours de la compétition qu'on se sente soit moins outillé que l'autre, ou bien du moins que cela ne soit pas externe à soi, mais que cela soit interne. L'échec ne devrait pas être le fait de l'autre. L'échec devrait être le fait de soi-même. Mais on l'a quand même vu dans la circulaire du ministre de l'Éducation de base. Il appelait ces démembrements à trouver d'abord des solutions pour les zones rurales, donc non couvertes. Celles-ci devaient rentrer en contact avec les radios communautaires là où il y en a, ou alors trouver d'autres moyens, peut-être comme des photocopies, bref, pour que ceux qui sont dans l'incapacité de suivre les cours à la télé puissent avoir aussi accès aux cours ou alors aux devoirs et autres. Justement, j'ai lu cette circulaire, mais est-ce que cela est donc fait dans nos zones rurales? C'est vous qui allez peut-être me dire. Non, justement, cela n'est pas fait. Cela n'est pas fait. Cela n'est pas fait. Moi, je prends même mon village qui est sur la Douala Yaoundé. Les enfants sont dans les champs. Ils vont au champ à longueur de journée. Ils rentrent le soir. Ils ont oublié. J'ai demandé à un dernièrement où se trouvait son... Parce que je voulais un stylo pour... Il ne sait même pas où se trouve son sac. Donc, ce n'est pas pratiqué en réalité. Il faudrait que le ministre demande un peu, lorsqu'il a fait une telle note, qu'il demande un peu les rapports. Bien, même comme les rapports, on peut s'asseoir dans sa chambre, on les écrit, mais peut-être rapport avec photo et vidéo, peut-être. Alors, est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger avec ces ministres-là? Pour l'instant, oui. Non, je veux dire à l'Assemblée. Est-ce que vous avez eu... Le MINPOSTEL était à l'Assemblée, le MINSanté, c'est tous les autres ministres, non pas encore. Mais je compte bien aller vers tous ces ministres. On espère aussi avoir l'aspect évaluation. Comment est-ce qu'ils font pour savoir comment seront évalués ces enfants-là qui regardent... Oui, j'ai vraiment des ministres que je vais rencontrer. Il y a, entre autres, l'éducation, il y a le ministre du Commerce, le ministre des Mines. Je voudrais bien les rencontrer pour essayer de comprendre deux ou trois choses. Le président de la République a créé un fonds spécial de solidarité pour venir en aide aux malades du Covid-19. Certains députés du PCRN ont décidé de ne pas percevoir leur salaire pour la cause. C'est un geste louable. Est-ce que l'audace s'est répandue dans tout l'hémicycle ou à Caen, ou alors vous allez mener d'autres actions? Bon, je sais qu'à l'hémicycle, les autres députés, même des autres partis... Déjà les députés PCRN, mais ce n'est pas tout le monde. Oh, les députés PCRN, nous avons décidé de mettre de côté, comme vous l'avez dit, le salaire pour accompagner le gouvernement dans la lutte contre... Tous les 5 députés? Oui. Tous les 5 députés. Je puis vous dire que c'est moi qui collecte ces fonds. D'accord. Pour accompagner le gouvernement dans la lutte contre le Covid. Et j'ai vu les autres aussi, je pense bien, mener des actions dans ce sens dans leurs différentes circonscriptions. Je crois l'Assemblée nationale est derrière le gouvernement pour combattre le Covid, parce que là, franchement, il n'est plus question de bord politique, il n'est plus question, c'est une affaire... C'est un combat national. C'est un combat national, et puis on se serre les coudes là maintenant pour pouvoir barrer la route définitivement à cette maladie, à cette pandémie. Alors, qu'est-ce que vous, la présidente, maintenant je parle à la présidente du Mouvement national des consommateurs. Mais sauf que je voulais revenir, si vous permettez, sur... le fonds spécial. On va y aller rapidement. Ok, voilà, je voulais dire ceci.
Ce fonds, normalement, devrait être géré par la société civile. D'accord. Parce que le président devrait confier, vous savez, par exemple, vu dernièrement le communiqué sur l'incident malheureux de Gabou. Vous avez vu que les gens qui composaient cette commission étaient... C'était mixte. Oui, mais la plupart, c'était des hommes d'une certaine expérience de la société civile. Et que vous avez vu dans ce communiqué que le président de la République commence à se rétracter d'un certain nombre de comportements de certaines personnes qui l'entourent ou bien qui devraient accompagner sa politique, quoi. Parce qu'il a donné une trajectoire, il faudrait... Parce qu'à chaque fois, dans ses discours, il revient en parlant de lacisme et de ceci, cela, d'opacité, mais sauf que lorsqu'il le dit juste pour le dire. Je ne sais pas s'il le dit vraiment en le pensant ou bien il le dit parce qu'il le pense ou bien il le dit juste parce qu'il faut le dire. Il faudrait donc qu'il pense à travailler avec d'autres personnes. Il faudrait qu'il pense à travailler avec ceux-là qui croient fermement à un nouveau Cameroun. Le PCRN. Par exemple, nous sommes disponibles, nous sommes disposés à travailler pour que les lignes bougent. Nous ne sommes pas là pour travailler dans le système parce que nous sommes un parti de l'opposition et nous sommes fiers d'être un parti de l'opposition, une force de proposition. Donc, à partir des propositions que nous faisons, nous pouvons demander au président de la République de faire confiance à cet homme parce que si nous sommes consultés, forcément, c'est pas que c'est un gars ici qui ira gérer les fonds, mais je dis il y a la société, une certaine société civile, c'est un président des ONG qui travaille avec beaucoup d'admiration et leur travail ne peut pas être balayé du revers de la main. Donc, ce fonds spécial-là, au lieu qu'il le loge encore dans les mêmes services ou bien qu'il responsabilise les mêmes personnes, qu'il essaye de faire autrement cette fois-ci. Nous l'avons fait dans les propositions au Premier ministre. D'accord, ce sera juste le PCRN ou le PCRN veut s'entourer de tout le monde? Je dis ceci, je ne parle pas du... Le PCRN ne veut pas gérer, parce qu'il faut qu'on les... Il faut Je dis qu'il y a des forces. Oui. Parce qu'un pays est fait de toutes ces forces-là. Le PCRN est une force. Oui, le PCRN il voudrait s'entourer de tout le monde ou il veut, à lui seul, il peut? Le PCRN. Oui. Le PCRN veut s'entourer de toutes les forces, toutes les énergies positives qui viennent travailler pour le nouveau Cameroun. C'est ça que je parle. Donc, nous ne sommes pas une force qui est fermée ou bien qui se rétracte, ou bien nous sommes des républicains. Et un parti républicain, c'est un parti qui est ouvert, qui écoute et puis qui travaille pour la valeur ajoutée. C'est de ça qu'il est question. Je ne dis pas que le PCN va aller, non, pas du tout, que vraiment, rapidement, avant de sortir, qu'est-ce que la présidente du Mouvement national des consommateurs a fait dans le cadre de cette lutte, de la lutte contre le coronavirus? En vous rappelant que le Mouvement national des consommateurs est une organisation non gouvernementale qui œuvre dans les domaines de la promotion, la protection des droits et des intérêts des consommateurs, qui est encadré par la loi cadre de 2010 portant protection du consommateur au Cameroun, a un canevas bien précis. Nous avons pour but, pour mission, de dénoncer, de proposer et d'éduquer les consommateurs. Donc dans ce cadre-là, nous avons fait des propositions au ministre du Commerce, au ministre de la Santé publique, au ministre du Développement local, le Mindevel qui s'occupe de la décentralisation, et au ministre, je pense, des Mines, si mes souvenirs sont exacts. Nous leur avons fait des propositions pour la lutte. À côté de ça, nous, c'est une organisation qui vit des cotisations de ses membres et ses membres, c'est de manière bénévole qu'on y travaille. À côté de cela, donc, nous avons aussi pu, à travers les sensibilisations, les porte-à-porte, vous allez me dire que on n'est pas encore arrivé dans votre arrondissement, c'est vrai, parce que nous avons commencé du côté de la Sénaga maritime.
nous ne sommes pas nombreux. Donc, vous allez voir que le temps d'arriver chez vous, ça pourra prendre 1 ou 2 mois parce que nous allons progressivement. Donc, nos différents démembrements à l'est, au sud, dans le littoral, au centre et dans la Damawa travaillent aussi avec les délégations départementales ou régionales du commerce pour aider. Mais là, beaucoup plus, c'est par rapport au prix. Lorsque nous constatons que les prix sont... Parce qu'à un moment, il y avait déjà une flambée de prix qui ne disait pas, son nom, les commerçants cachaient les produits pour... Il y avait une flambée de prix et puis nous avons saisi le ministre qui a sévi. Bon, je ne sais pas s'il a sévi, mais... Alors, on va sortir, on constate que vous avez multiples casquettes professionnelles. Vous êtes mère de famille. Comment est-ce que vous arrivez à gérer tout cela? Comment est-ce que vous conciliez l'honorable, la présidente du mouvement, l'enseignante? Vous êtes aussi psychologue. Comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça? Sauf que je ne pratique pas la psychologie, je la pratique pour ma famille, mes enfants, mes amis, c'est tout. C'est vrai, je suis allée à l'école parce que j'ai beaucoup aimé, vraiment, j'aime faire des choses qui sont pas au niveau, j'aime faire des choses qui sortent de l'ordinaire. C'est pourquoi j'ai voulu faire la psychologie. Je sais, ma mère m'avait dit non, il faut faire le droit. J'ai dit non, je ne fais pas le droit. C'est quand j'ai voulu entrer en politique que je suis allée faire sciences politiques. Je me suis arrêtée à la licence juste parce que je voulais comprendre un peu les b.a.-ba de la politique avant de m'y lancer. Bon, c'est juste la planification, l'organisation. J'ai la chance quand même d'avoir un fils. J'ai fait tôt, qui a un certain âge. Lui, il m'aide à organiser un certain nombre de choses. Moi, je viens, je valide et puis je me fais aider par une ménagère ou deux. Et puis mon époux aussi m'aide beaucoup dans ce travail-là. Et voilà, je m'organise comme je peux. Tout va bien. Et tout va bien pour l'instant. On espère que ça va aller bien pour longtemps. Oui, c'est mon souhait. Alors, honorable, on est arrivé au terme de notre émission. Merci encore d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres. À jeudi prochain.